Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver par le biais d'une vidéo. On se retrouve à l'occasion de ce spectacle, donc le Ballet Royal de la Nuit, qui est proposé donc pour la fin d'année à l'Opéra National de Lorraine, à Nancy, que je remercie d'ailleurs chaleureusement pour leur invitation, tout comme l'association donc d'Élise d'Opéra qui m'a fait le plaisir de me proposer cette intervention. Je sais que c'est une association extrêmement dynamique et donc voilà, je suis très heureux de pouvoir collaborer avec cette association, avec Mo Frumels, que je remercie pour ce petit échange. Alors, on va pouvoir se retrouver ce soir pour évoquer ce ballet. Alors, le ballet moderne, le ballet contemporain de Sébastien Dossé, créé en 2015, je n'en parlerai pas beaucoup, bien entendu, c'est un spectacle que vous pouvez voir là à l'écran qui est assez extraordinaire, avec des jeux de lumière, avec un mélange d'art du cirque, de danse, c'est époustouflant comme travail, c'est un spectacle bien entendu modernisé par rapport à la version d'origine, mais un spectacle qui est très intéressant parce que ce ballet royal de la nuit qui date de 1653, on se rend compte qu'il pose des problématiques, qu'il pose des réflexions encore bien sûr présentes aujourd'hui dans nos esprits. Donc intéressant de relire en fait ce ballet royal, non plus forcément avec l'optique du XVIIe siècle et de l'incarnation du pouvoir, de cette monarchie absolue en construction qu'on va évoquer dans un court instant, mais au contraire de l'évoquer comme l'incarnation du pouvoir et comment le pouvoir se met en scène avec donc tout ce décorum, tout ce spectacle, cette danse qui gravite autour de lui, mais aussi comment le pouvoir royal se met en scène, si je puis dire, par son propre corps, puisque Louis XIV est un homme qui adore la danse, c'est le moins que l'on puisse dire, et Louis XIV était le danseur principal de ce ballet royal de la nuit. Et là, c'est assez intéressant, le parti pris qui a été choisi dans cette nouvelle mise en scène, c'est de faire incarner Louis XIV, non pas un homme que l'on dirait caucasien, de type caucasien, mais un homme noir, pour le coup. Alors là, extrêmement intéressant comme questionnement par rapport à l'identité aussi du monarque. L'identité passe par la peau, l'identité passe par le costume, l'identité passe par les attraits autour de ce protagoniste. Et donc, la question du corps du roi, qui est notre élément où on va pouvoir travailler dessus, ce corps du roi, c'est aussi un corps physique, mais c'est aussi, et c'est ce qui va m'intéresser bien entendu, un corps mis en scène. Alors, cette mise en scène, je ne vais pas parler de celle de 2015 et celle de cette année pour Nancy, mais je vais essentiellement, bien sûr, parler pour le contexte, un petit peu pour comprendre un peu ce ballet royal de la nuit, la version donc du 23 février 1653. C'était la première représentation de ce ballet royal de la nuit. C'est un ballet qui était époustouflant, qui a nécessité toute une cohorte d'artistes extraordinaires, et le contexte est assez particulier parce que nous sommes au sortir de la Fronde en France, bien entendu. La Fronde est une période de rébellion parlementaire, princière. C'est assez compliqué et plus que tendu. Le pouvoir est incarné alors par la reine-mère Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV, l'épouse de feu Louis XIII, et bien entendu par son ministre, le cardinal Mazarin. Le cardinal Mazarin, au sortir de cet épisode de la Fronde, décide, pour ce qui nous intéresse bien sûr pour nous aujourd'hui, il décide de créer ce spectacle pour mater un petit peu les grands, pour mater les puissants et pour montrer cette personnalité qui doit jaillir et qui doit réunir, regrouper les différentes factions politiques de la France pour montrer le jeune monarque Louis XIV. Je dis jeune monarque parce qu'il a 14 ans, il va sur ses 15 ans au moment du ballet royal de la nuit. C'est un jeune homme, mais il est déjà roi de France. Et c'est là tout l'intérêt de ce spectacle, c'est de montrer d'une certaine façon, c'est le sacre à Paris de Louis XIV, avec une mise en scène époustouflante. Le texte est très important, on le doit à Isaac de Benserade, qui est un grand librettiste à ce moment-ci. Le texte va être mis en musique par toute une cohorte de musiciens et de compositeurs
qui étaient célèbres en leur temps, Antoine Besset notamment, Jean de Cambofort ou encore Michel Lambert. Alors peut-être moins connu qu'un Jean-Baptiste Lully. Certains disent que Lully aurait participé à ce ballet royal de la nuit. C'est difficile à savoir avec exactitude. En tout cas, Lully était déjà dans les rangs d'amitié de Louis XIV. Et c'est un ballet qui est époustouflant parce que le ballet dure toute une nuit, de 18h jusqu'à 6h du matin. Vous avez 45 entrées différentes à l'intérieur qui sont réparties par en quatre groupes d'une certaine façon, où on va représenter les planètes, les mouvements, etc. Et chaque danseur, premier danseur, va être incarné par un prince de France, par un noble de premier plan pour l'hexagone royal. Et le pouvoir royal, Louis XIV en personne, excellentissime danseur, va arriver à la toute fin du ballet de la nuit, au moment où le jour pointe le bout de son nez. Nous étions dans le théâtre du Petit Bourbon. Alors le Petit Bourbon n'existe plus aujourd'hui, il était juste à côté du Palais du Louvre, il a été détruit en 1660, mais au moment où le jour se lève, vous avez un très beau film qui vous présente cette scène que je vous conseille de revoir si vous l'avez déjà vu, qui est Le Roi Danse, bien sûr, de Gérard Corbiot en 2000 ou 2001, qui présente donc justement cette scène où le jour se lève et vous avez le rayon solaire qui traverse la salle au moment où Louis XIV, par un système donc de machinerie, s'élève avec des feux d'artifice, etc. tout autour. C'est le triomphe de Louis XIV, c'est le triomphe de la lumière, puisque le corps de Louis XIV n'est que lumière. Intéressant aussi par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur ce questionnement donc, du corps du roi par rapport à cet acteur, danseur noir qui incarne Louis XIV dans cette version moderne, où Louis XIV donc est représenté en Apollon, en dieu solaire. Bien entendu, vous l'avez de représenter ici avec la couronne qui ne sont que des rayons solaires, tout comme autour du cou, ou encore ce costume, cette jupe en fil d'or, hein, c'est un très très beau dégradé d'or, le soleil rhodien qui est sur sa poitrine, les plumes, etc. C'est Apollon qui est sur la scène, c'est le soleil qui brille après la nuit, c'est le pouvoir royal qui brille après la noirceur de la fronde. Tout le message politique réside là-dedans, dans cette intervention ultime de Louis XIV dans ce ballet. C'est une véritable mise en scène du pouvoir royal et une mise en scène qui passe par la danse. La danse est l'art préféré, c'est celui pour qui Louis XIV a créé l'Académie de danse, c'est l'art qui fait vibrer le jeune monarque, qui est un excellent danseur, comme je le disais il y a quelques instants. Et c'est par la danse que Louis XIV va justement pouvoir développer son amour de l'esthétique, son amour de l'image aussi, qu'il va aimer diffuser au peuple français, aux puissants ambassadeurs également. Alors oui, en effet, ce besoin de se montrer, ce besoin de monstrance du pouvoir, Louis XIV le développe bien entendu au départ hein, dans la danse, avec le ballet royal de la nuit, puisque c'est son activité favorite, bien entendu, c'est avec la création de l'Académie royale de danse, mais c'est aussi quelque chose qui est développé dans les autres arts, bien entendu, dans les arts graphiques, les estampes, c'est une manne extraordinaire pour diffuser l'image du pouvoir. Par la presse, ça va très très vite. Le domaine de la sculpture, bien entendu, j'aurais pu aussi faire une comparaison avec la sculpture, puisque la sculpture privée ou même la sculpture publique, hein, les statues équestres, les statues sur les places des grandes villes de France à ce moment-ci sont légion. Mais j'ai voulu choisir plutôt pour une comparaison après la danse, la peinture. Alors, pourquoi la peinture? Alors, c'est une peinture que nous connaissons très très bien, que vous avez à l'écran. Ça fait partie des chefs-d'œuvre, bien entendu, de l'histoire de l'art. Et c'est une peinture qui m'intéresse beaucoup parce qu'elle est en pendant au ballet de la nuit. Autant le ballet de la nuit va représenter, va tenter de capturer comme ça cette image du pouvoir royal
au départ, puisque Louis XIV a une quinzaine d'années au moment du ballet royal, alors que là, Louis XIV en a 63. Nous sommes sur une image de fin de règne, donc je trouvais ça intéressant aussi de comparer dans cette étude de ce corps du roi, l'image dans les premières années et l'image dans les dernières années, puisque nous sommes en 1701 ici, Louis XIV décède en 1715, il a 63 ans sur cette peinture. Alors c'est une peinture qui est bien sûr extrêmement connue et par l'artiste Hyacinthe Rigaud, qui est peut-être le meilleur portraitiste de l'extrême fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, et une peinture qui est aussi très connue par rapport à la modernité de l'image, puisque c'est une peinture qui, contrairement aux images antérieures, ne présente plus le monarque assis, mais le monarque est debout. Ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. On a des images antérieures qui développent ce même système d'appareil très théâtral, on va y revenir, le rideau rouge, le manteau de sacre, les estrades, les fleurs de lys, etc. Mais le monarque est assis. Alors, être assis à l'âge de 10 ans, comme Henri Testelin vous le présente sur le panneau de gauche que vous avez juste ici, un enfant qui est portraituré en 1848, donc quelques années avant le ballet de la nuit, ou encore assis au début de l'âge adulte, en 1667, ici toujours par Henri Testelin, l'image, on pose le pouvoir, ça ne dérange pas trop. Par contre, être portraituré assis à l'âge de 63 ans, là, l'image est un petit peu différente parce que ça peut suggérer l'idée d'une fatigue, d'un poids, et donc du coup, d'un homme qui ne peut plus diriger l'État, qui ne peut plus assouvir les fonctions étatiques, etc., etc. Donc du coup, on cherche aussi, et c'est Rigaud qui va trouver cette représentation, on cherche une nouvelle image, l'image moderne du monarque, du roi de France, Louis XIV, sera une image debout avec ses jambes extraordinaires qui sont des jambes de danseur. Pour le coup, on pourrait faire un vrai parallèle avec les jambes, la pose aussi de ces jambes type danseur du ballet royal de la nuit, alors que le visage, pour le coup, est un visage d'un homme de 63 ans. C'est un véritable portrait, pour le coup, de Louis XIV. Comme nous étudions aujourd'hui ce corps du roi, là, vous avez vraiment cette dualité qui forge l'identité royale en France, à la fois un monarque vivant, donc un monarque qui va aussi laisser la place à ses héritiers, etc. C'est le rapport du visage, un visage qui prend l'âge, qui vieillit, et à la fois un monarque de droit divin, donc autrement dit un pouvoir qui ne meurt jamais. Là, pour le coup, ce seront les jambes qui vont présenter ce rapport, un rapport d'une éternelle jeunesse, un éternel flamboiement. Et donc, c'est tout ça aussi qui forge l'identité, la modernité de cette œuvre de Rigaud. Alors, en plus de cette identité où on passe du statut assis au statut debout, vous avez ce qui va aussi être extrêmement important chez Rigaud, c'est tout le rapport des symboles du pouvoir. Alors, je passe sur les symboles du pouvoir avec un petit p, notamment la perruque, qui est portée par Louis XIV, qui est un symbole du pouvoir, petit ou grand d'ailleurs, mais que Louis XIV porte avec cette masse noire autour de sa tête qui permet picturalement de bien mettre en lumière le visage du monarque. Moi, je voulais surtout m'intéresser aux régalia que vous avez sur ce portrait parce que ça fait partie de la mise en scène du pouvoir royal. Le pouvoir royal est incarné par un homme, le roi Louis Dieudonné, que vous avez ici, mais il est aussi incarné, ce pouvoir, par des objets, ce que l'on appelle les régalia, les objets du pouvoir royal. Ces objets du pouvoir royal, vous en avez plusieurs. Vous avez bien entendu le bâton de commandement qui est dans la main droite de Louis XIV. C'est un organe politique qui est représenté ici. Un bâton de commandement se tient toujours de la main droite, puisque c'est le bon côté pour diriger un État, par rapport au côté gauche sinistre, sombre. Et donc ce bâton de commandement est orné de la fleur de lys, puisque, bien entendu, depuis le XIIe siècle, la fleur de lys est le symbole de la France, parce que, je fais juste un petit rappel, parce que la fleur de lys était le symbole marial, tout comme la couleur bleue, qui est la couleur de la virginité, de la pureté mariale, qui devient aussi, au Moyen-Âge, donc la couleur
du royaume de France. Je ferme cette petite parenthèse, mais qui est intéressante parce que la France est le seul pays au Moyen-Âge à voir dans ses armoiries la couleur bleue, les autres c'est le rouge. Donc, particularité aussi de ce pouvoir royal. Donc cette fleur de lys, vous l'avez sur le bâton de commandement, vous l'avez également sur la couronne que vous avez juste derrière, une couronne dite royale avec les arceaux fermés, la fleur de lys au sommet en relief, et puis les fleurs de lys qui vont former comme une rangée de palmettes, comme ça tout autour de la couronne. La couronne est posée sur la main de justice que vous avez juste ici, le troisième de ces régalias, la main de justice, va faire écho, bien entendu, à la justesse du pouvoir royal, notamment depuis Saint-Louis, où on venait, où l'Europe venait chercher des conseils, chercher des solutions auprès du roi de France par rapport à la justesse de ses pensées et à la justice de ses actes. Donc là, on a ce rapport du gouvernement, du pouvoir politique et même divin de la couronne, et bien entendu du pouvoir de la justice. Il manque un pouvoir extrêmement important aussi dans ces régalias, c'est le pouvoir militaire. Et là, vous avez bien entendu la garde de l'épée, qui est absolument magnifique à voir. Ça fait partie des pièces que nous conservons toujours aujourd'hui au musée du Louvre, c'est l'épée de Charlemagne. Vous avez noté quand même que la garde de l'épée ou le fourreau de l'épée ne font pas très pièce d'orfèvrerie du XVIIe, début du XVIIIe siècle. On est encore sur un objet qui date du règne de Charlemagne, ce que l'on appelle la joyeuse, que vous avez de conserver donc au musée du Louvre, avec une garde très intéressante du Xe, XIe siècle, qui a été refaite au fil du temps, ou encore le fourreau, qui a été un petit peu modifié, notamment sous le règne de Charles X. Donc c'est plus tout à fait le même fourreau que sur le tableau de Rigaud. Donc ça, c'est un de ces régalias extrêmement importants. La joyeuse apporte la joie des possessions militaires, des conquêtes militaires, et elle est bien sûr sur le côté gauche de Louis XIV, puisque l'épée se saisira, est toujours saisie par la main droite, la main qui dirige l'armée, donc du bon côté, pour cette raison qu'elle est toujours sur le côté gauche. Alors le bâton de commandement, aujourd'hui on n'a plus celui-ci, et la main de justice, la main originelle, c'était donc la main qui avait été créée sous Saint-Louis, sauf que le régalia que vous avez aujourd'hui, c'est un régalia qui date de Charles V, d'un descendant de Saint-Louis. Donc voilà pour les régalias qui sont extrêmement importants, bien sûr, pour cette mise en scène. Alors vous avez un deuxième élément qui est primordial pour comprendre cette monstrance de ce pouvoir, c'est la composition. Hyacinthe Rigaud nous installe en nette infériorité par rapport au monarque. Cette infériorité, on la comprend déjà par la vision de Louis XIV qui descend légèrement son regard vers nous, et cette infériorité, on la comprend aussi par rapport aux emmarchements multiples qui existent entre, j'allais dire le fidèle, mais c'est vrai qu'il y a un ressort, il y a un registre sacré quand même qui ressort de ce tableau, avec donc le premier emmarchement que vous avez juste ici, qui va permettre donc de poser le tabouret, et puis la deuxième estrade que vous avez pour poser le trône royal juste derrière. Et Louis XIV est ainsi mis en surélévation par rapport au sujet du roi de France. Alors cette surélévation, elle existe par ces estrades, mais elle existe aussi par cette petite estrade personnelle, comme on pourrait l'appeler le talon. Alors le talon, il y a une grande histoire avec cette réminiscence hypothétique de ces balais pour être toujours un petit peu plus haut que la foule, mais c'est difficile à avoir la certitude. En tout cas, le talon est rouge puisque c'est une marque de noblesse, et ça permettait donc à Louis XIV de gagner comme ça quelques centimètres et d'être représenté encore plus grand. Alors l'histoire, la petite histoire nous raconte que Louis XIV n'était pas très très grand. Louis XIV avait une taille tout à fait classique pour l'époque, dans les 1m60, 1m63 je crois, donc c'était pas comment dire, un Hercule, mais ses contemporains non plus. Donc c'est voilà, c'est une surélévation, non pas par un complexe d'infériorité, mais une surélévation du pouvoir, de l'appareil de démonstration. Et puis alors l'autre élément qui est très intéressant dans cette composition comme ça de vision du dessous vers le dessus, c'est l'arrière-plan, puisque l'arrière-plan va être travaillé en forme complètement obstruée. Vous ne pouvez pas aller
derrière Louis XIV, ce qui permet à votre regard d'être complètement concentré sur le monarque qui vous regarde. Donc il y a un vrai jeu de va-et-vient. Et cette grande tenture flamboyante, rouge, or, feu, avec un travail de texture qui est absolument remarquable, ça aussi, ça fait partie de l'école de Hyacinthe Rigaud. Cette tenture est tenue par un élément dont je n'ai pas parlé encore, c'est la présence de la colonne. Alors, quand vous regardez bien, il n'y a pas une colonne, mais il y a deux colonnes qui sont l'une devant l'autre ou l'une derrière l'autre, comme vous voulez. Ces deux colonnes, ça renforce, ça double le symbole de la colonne. La colonne, c'est la force, la puissance. Et donc là, vous avez ce double symbole de double puissance qui va être bien sûr utilisé dans l'art classique, notamment en architecture, où vous avez très souvent la double colonne qui est utilisée. Je pense notamment à la façade du Louvre. Alors, à la base de cette colonne, à la base de cette force, vous avez un bas-relief qui en dit long, bien entendu. Ce bas-relief qui va imiter le bronze représente la déesse de la justice. Alors, on fait attention, ce n'est pas Athéna Minerve, cette déesse, on est sur la génération encore antérieure aux Olympiens. Il s'agit de Thémis. Thémis est la déesse de la justice grecque, et c'est tout un symbole ici, puisque la déesse de la justice regarde de tout près les régalias, donc elle a une main aussi de protection sur le pouvoir français. Le pouvoir français sera juste, et en plus de ça, ce pouvoir de la force prend sa base sur la justice. Donc, autrement dit, le pouvoir français est juste, quoi qu'on en dise. Donc, vous voyez une image quand même qui est extrêmement bien construite, extrêmement bien composée par Rigaud, et ce qui marque, bien entendu, une extraordinaire modernité et une conception très innovante pour l'époque. Alors, cette conception innovante, par la position debout, par le rapport des régalias, par la mise en scène où l'homme est plus petit que le pouvoir royal, va énormément plaire, puisque tous les courtisans, tous les Français, les hôtes de passage, les ambassadeurs vont pouvoir admirer ce tableau. Là aussi, c'est un point très important. Où pouvions-nous voir le tableau de Rigaud? Eh bien, dans la salle que je vous présente juste ici, à savoir la salle du trône du château de Versailles. Alors, ce château de Versailles, vous savez, était complètement ouvert pour les cérémonies, d'autant plus pour les cérémonies officielles. Et donc là, vous aviez la présence de ce tableau sur la cheminée à côté de la salle du trône. Alors aujourd'hui, c'est une copie par Rigaud qui est présentée dans la salle du trône. La toile originale se trouve au musée du Louvre. Alors, tout le monde regarde ce tableau, bien entendu, le monde regarde le tableau, et les Français vont continuer, vont poursuivre, en fait, cette école de Rigaud. Et je trouvais intéressant de sortir peut-être un petit peu de Louis XIV, puisque Louis XIV, on a vu qu'il a créé avec Rigaud son image, et j'insiste bien, Louis XIV et Rigaud ont créé vraiment cette image. Et là, on a un exemple de l'arrière-petit-fils, Louis XV, que vous avez juste ici, qui reprend avec Louis-Michel Vandelot, cette position, ce travail de composition, avec le trône qui est derrière, avec les emmarchements, avec la couronne somptueuse, avec le tabouret, le petit coussin, les fleurs de lys or sur fond azur, la double colonne que vous retrouvez juste derrière, la grande draperie. Alors, bien entendu, nous ne sommes plus sur des draperies, sur des couleurs rouges, puissantes, baroques. Ça, c'était les couleurs Louis XIViennes du XVIIe. Là, nous tombons sur des couleurs rocailles, où vous avez un très très beau trône d'ailleurs, des plus rocailleux sur l'arrière. Même chose avec Louis XVI, parce qu'on aurait tendance un petit peu à oublier cette image aussi du pouvoir absolu sous Louis XVI. Vous avez un très très beau tableau ici de Joseph Siffrin Duplessis, qui vous donne à voir, alors non plus forcément le grand trône en majesté, mais plutôt un fauteuil que vous avez ici. L'emmarchement existe toujours, il est moins visible, mais il existe toujours. Le petit tabouret avec la couronne, le manteau d'hermine, la colonne, tout y est encore une fois. Donc un modèle comme ça qui va traverser les courants, puisqu'entre Louis XIV et Louis XVI, on passe du XVIIe baroque au XVIIIe néoclassique. Donc on arrive quand même à conjuguer en quelque sorte ce vocabulaire créé par Hyacinthe Rigaud dans un univers artistique complètement différent. Et on peut même aller encore plus loin, on peut même passer le stade de la Révolution française qui a brisé des codes, a brisé des clichés,
mais a aussi conservé, avec la restauration, notamment des Bourbons, tout le modèle étatique imposé par Louis XIV dans le rapport de l'image, notamment ici avec Louis XVIII, qui est présenté par le baron Gros. Alors, dans un contexte encore très néoclassique, vous avez la colonne cannelée, vous avez un trône qui est beaucoup plus droit, avec une plus grande symétrie que ce qu'on avait tout à l'heure. Et là, pour le coup, le baron Gros change aussi la philosophie du tableau, puisqu'au lieu d'avoir deux corps, comme je vous disais tout à l'heure, un corps qui prend de l'âge, un corps vivant, le Louis Dieudonné avec le visage, et un corps par les jambes qui est un corps étatique, qui ne prenait aucune ride, aucune aspérité. Là, pour le coup, avec le baron Gros, Louis XVIII est un homme qui prend de l'âge, et ça se voit par rapport aux jambes notamment. Vous n'avez plus du tout ce même rapport très réfléchi du temps de Rigaud. Là, vous avez des jambes d'un homme, à ce moment-ci, Louis XVIII, on est en 1816, il a 61 ans à ce moment-là. Donc, autrement dit, il a le même âge que Louis XIV. Il est certainement beaucoup plus réaliste dans son approche du corps que ne l'est le Louis XIV chez Rigaud. Et puis, on peut voir le dernier roi de France. Attention, après sera le roi des Français. Pour l'instant, le roi de France, le dernier, c'est Charles X, que vous avez ici en 1825. Alors, c'est la même composition que Rigaud, mais on a l'impression qu'on est un petit peu décalé. On est sur le côté, puisqu'au lieu de voir simplement des colonnes, on voit tout le cadre palatial, la draperie rouge, le trône, alors typique sous Charles X, la couronne, main de justice, coussin, manteau fleur de lysée, doublé d'hermine, etc., etc., l'emmarchement. Donc, tous les topoi, comme on dit, toutes les caractéristiques sont présentes pour être dans la droite lignée de ce tableau qui est extraordinaire, le tableau de Rigaud, représentant donc ce Louis XIV en costume royal de 1701. Vous voyez qu'il y a une grande descendance jusqu'en 1825, et encore, on pourrait aller davantage sur le Second Empire, par exemple. Napoléon III aura aussi une politique de l'image extrêmement intéressante. Mais là, pour le coup, on est un petit peu plus loin quand même que le ballet royal de la nuit. Oui, en effet, Louis XIV devient un modèle pour l'Europe, et le tableau va énormément plaire. Il est connu par le biais des ambassadeurs, et donc du coup, vous avez des tableaux qui sont très similaires dans l'école anglaise, y compris dans l'école impériale, ce qui est assez intéressant puisque le Saint-Empire a quand même une identité très très forte. Eh bien, on va quand même aller chercher des petits éléments de Hyacinthe Rigaud. On peut avoir des exemples aussi en Italie, avec les princes italiens qui sont extrêmement intéressants à ce moment-ci, en Espagne, etc. Alors, comme nous sommes à Nancy aujourd'hui, je voulais quand même vous montrer, puisque ça fait partie des personnages qui sont extrêmement intéressants pour leur époque, le duc de Lorraine, que nous appelons assez fréquemment le Louis XIV de Lorraine, puisque c'est un personnage qui est quasiment contemporain. Il arrive en Lorraine en 1698 et décédera en 1729. Donc Louis XIV décède en 1715. On est avec Léopold de Lorraine, que vous avez juste ici. On est avec un monarque qui a sur le tableau 24 ans. Donc bien sûr, ça change par rapport au monarque de 63 ans. Et on est sur un jeune monarque. Alors quand je dis jeune monarque, ce n'est pas par rapport à son âge, mais c'est par rapport à l'année du tableau. Le tableau est conçu en 1703. Léopold est entré plutôt en Lorraine en 1698. Il n'est pas un natif de Lorraine en raison de ce siècle, du XVIIe siècle, qui est sombre pour la Lorraine, en raison d'ailleurs des occupations multiples Louis XIViennes. Léopold arrive en Lorraine en 1698 et il a besoin d'un faste autour de sa personne. Et ce faste, dans le domaine de la peinture, va passer par le modèle français. Alors c'est assez extraordinaire quand même, et ça montre aussi toute l'importance de ce modèle mené par Hyacinthe Rigaud. On est sur un monarque qui succède à l'envahisseur, qui est Louis XIV, et ce monarque, jeune, décide de prendre comme modèle Louis XIV. Donc ça montre que le modèle de Rigaud est un tableau qui
dépasse complètement le clivage politique, le clivage militaire. C'est une image qui plaît au monde d'alors, comprenons aux souverains européens. Alors, le tableau de Léopold est extrêmement intéressant. Bien sûr, quand on le compare à Rigaud, il y a une très grande différence qui arrive, c'est la position dont je vous parlais tout à l'heure. Louis XIV est très moderne parce qu'il est debout, et là, on tombe avec Léopold qui est assis. Alors, bien sûr, faire très attention à cette position où Léopold assoit son pouvoir. C'est quelqu'un qui vient d'entrer en Lorraine, ça fait 4 ans qu'il a les mains dans les dossiers, etc., etc. Et donc, du coup, il s'assoit de tout son long pour pouvoir gouverner son territoire. C'est un petit peu différent du Louis XIV, puisque Louis XIV est un homme qui était taxé d'être malade, qui était taxé de ne plus pouvoir véritablement tenir les rênes de l'État, et au contraire, en se présentant debout, il montre qu'il est encore présent. C'est les fameuses jambes étatiques dont je vous parlais il y a quelques instants. Là, pour le coup, Léopold est assis. Alors, esthétiquement parlant aussi, c'est un peu différent de Louis XIV. La palette est la même, mais le coup de pinceau est un peu différent. On est avec Nicolas Dupuy. Nicolas Dupuy, c'est un artiste mucipontain, de Pont-à-Mousson donc, et Nicolas Dupuy est un homme qui fait partie de cette première école picturale sous Léopold, un homme qui va créer aussi lui des modèles ou des compositions qui vont être reprises après par l'école lorraine, qui aura un coup de pinceau beaucoup plus souple, bien entendu. Quand on regarde la perruque notamment de Léopold et qu'on la compare aux cheveux de Louis XIV par Rigaud, ça n'a absolument rien à voir. Mais en tout cas, le tableau est très intéressant par ce mimétisme que l'on peut avoir vis-à-vis de Louis XIV, la draperie rouge, les cordons dorés, le trône qui est présenté bien entendu, et à la différence donc de Rigaud, vous avez une perspective qui arrive dans le fond, une perspective, une trouée qui permet aussi à l'œil de respirer peut-être un petit peu, alors que du côté de Louis XIV, nous étions enfermés dans un palais. Alors, la composition est assez similaire, là aussi, vu du dessous pour grandir le prince, bien sûr, mais ce que je voulais surtout vous montrer, ce sont les régalias, pour le coup, de Léopold, puisqu'on va voir au final que les régalias utilisés par le duc de Lorraine sont bien entendu lorrainisés, mais ce sont des régalias qui sont très similaires au final à ceux qui étaient utilisés par le roi de France. Tout d'abord, le bâton de commandement que vous avez donc dans sa main droite, bien entendu. Alors là, c'est impensable sous le règne de Léopold d'avoir une fleur de lys, ça ne fait pas partie des armes de Lorraine. Et donc, vous avez l'aigle, qu'on appelle l'alérion dans le langage des blasons, c'est l'aigle de Lorraine qui est représenté juste ici. Juste en dessous et entourant son cou, sa palatine d'hermine, vous avez le grand collier de l'ordre de la Toison d'Or. Alors, c'est un ordre militaire extrêmement intéressant et Léopold va toujours le montrer au premier plan, si je puis dire, parce que c'est un ordre qui permet à Léopold de se détacher du pouvoir royal français. Alors, je ne vous en ai pas parlé, mais sur Louis XIV, vous avez un ordre qui est très important, qui est l'ordre de Saint-Louis. C'est un ordre français. Ici, l'ordre de la Toison d'Or est un ordre impérial. Léopold a eu cet ordre par les mains habsbourgeoises. Et donc, du coup, c'est un élément qui permet à Léopold aussi de prendre ses distances vis-à-vis du pouvoir français, vis-à-vis de Louis XIV. C'est un monarque indépendant, un prince dans toute sa souveraineté qui est présentée par Nicolas Dupuy. Alors, tant que nous sommes dans ces symboles, vous avez également sur le manteau d'hermine, alors vous noterez le manteau qui est doré, on peut s'imaginer un fil d'or qui est utilisé. Au fil d'argent, vous avez le travail des alérions, donc ces fameux aigles de Lorraine, et également, mais c'est difficile à voir sur ce détail, vous avez les queues de poissons qui sont présentées ici, ou encore ici. Là, vous avez les têtes de poissons qui sont là, d'autres queues de poissons qui sont sur le côté. Ce sont les barres qui vont représenter la ville de Bar-le-Duc, puisque les duchés de Lorraine sont 2 duchés, le duché de Nancy, l'Alérion, et le duché de Bar, le poisson. Donc Léopold est duc de Lorraine, donc il a le manteau, pour nous dire, aux armes des duchés de Lorraine. Et puis sur le côté, ça n'est pas passé inaperçu, vous avez la grande couronne, bien entendu, de Lorraine, qui, elle, pour le coup, n'existe plus. Cette couronne est absolument magnifique, puisque vous allez avoir un rapport au symbole qui est très poussé.
c'est là aussi où on comprend que les artistes qui travaillent dans la mouvance de Rigaud, nous sommes en 1703 ici, le tableau de Rigaud c'est 1701, donc on comprend ce que je vous disais tout à l'heure en introduction, l'importance de l'estampe, de la diffusion de l'image par le biais de l'estampe. Et bien là, Nicolas Dupuy a vu le tableau de Rigaud, certainement par le biais de l'estampe, et donc il réfléchit aussi, comme Rigaud a pu réfléchir à sa composition, lui va essayer de développer un langage symbolique dans le tableau. Alors cette couronne, vous avez eu le temps de la regarder ces quelques instants, où vous avez donc tout en haut de la couronne la croix de Jérusalem. La croix de Jérusalem, c'est une croix grecque pâtée sur les côtés. Donc c'est un plus, en quelque sorte, avec sur les bords du plus une barre parallèle à la barre centrale. Vous en avez deux qui sont imbriqués, donc peu importe l'angle de vision de la couronne, vous verrez toujours la croix de Jérusalem. Et cette croix de Jérusalem est portée en hauteur par des arceaux, qui ne sont pas de simples arceaux, mais qui représentent les barres. Donc on retrouve nos poissons de Bar-le-Duc. Sur ces poissons, une fois sur deux, vous allez avoir la croix à double barre, qui est la croix du duché de Lorraine, qui va être représentée. Et en dessous de ces arceaux, vous retombez sur les palmettes, qui, elles, forment la couronne ducale. Alors, toute la partie supérieure, cette fermeture de la couronne, forme la couronne royale, pour le coup. Alors, qu'est-ce que une couronne royale fait en terre ducale? Eh bien, ça remonte au père de Léopold, Charles V de Lorraine, où Charles V s'était souvenu d'un titre qui était dans la titulature officielle des ducs de Lorraine, mais qui avait été un petit peu oublié, à savoir le titre de roi de Jérusalem. Alors, on s'était un petit peu mélangé les pinceaux quand même, il faut bien le reconnaître, dans la généalogie, mais c'est pas grave, c'est passé dans les mœurs, si je puis dire. Et donc, du coup, Charles V et surtout Léopold vont développer ce rapport de la couronne royale de Jérusalem. Et donc, vous noterez que la couronne ducale, qui se trouve en dessous, va être fermée par la croix de Jérusalem en hauteur. Donc, rien que par cette couronne que vous avez en arrière-plan, juste à côté de Léopold, le message, bien sûr, poétique est très puissant, très important. C'est un roi, ce n'est pas un duc. Donc, vous voyez ce rapport où le tableau parle aussi énormément pour les contemporains. Donc, encore une fois, dans les pas de Louis XIV, bien que nous soyons en dehors de la France, qui plus avec un souverain qui avait quand même maille à partir avec la France, eh bien on reprend ce modèle. Même chose avec le monarque successeur à Léopold. Là, nous rentrons dans le XVIIIe siècle avec Stanislas, qui est donc duc de Lorraine à partir de 1737 jusqu'à son décès en 1766. Et donc, vous avez ce tableau qui est pas très bien daté, des années 1740, 1750, par là, qui vous donne à voir justement ce monarque. Vous retrouvez les mêmes symboles que vus jusqu'à présent, à savoir la couronne que vous avez sur le côté gauche, le bâton de commandement. Alors là, c'est assez intéressant parce que le bâton de commandement, vous noterez que vous n'avez pas l'aigle, qui pourrait être l'aigle ou le cavalier d'ailleurs du royaume de Pologne et de Lituanie, qui étaient les terres de naissance de Stanislas. Vous n'avez pas non plus l'alérion qui représente la Lorraine, puisque c'était le symbole de la famille de Lorraine, et vous n'avez pas encore, c'eût été intéressant de le mettre, mais un petit peu osé, la fleur de lys, puisque le règne de Stanislas est un règne fantoche, c'est un règne comme un pion sur un jeu d'échecs, celui qui règle les problèmes en Lorraine, celui qui s'occupe de l'armée, celui qui s'occupe des finances, celui qui gère la Lorraine, c'est Antoine Martin Chaumont de la Galésière, l'intendant de France en Lorraine, le représentant de Louis XV, du roi de France. Et donc, ça aurait été osé de mettre une fleur de lys sur le bâton de commandement de Stanislas. Donc là, il n'y a pas de symbole sur le bâton. Vous reconnaissez d'autres symboles que nous avons déjà pu évoquer, le grand manteau doublé d'hermine ou encore l'épée qui pend sur le côté gauche de Stanislas. L'épée qui, bien sûr, est un symbole du pouvoir militaire, mais qui peut faire écho, vu la tenue de Stanislas, aux conquêtes militaires antérieures, puisque en Lorraine, nous ne connaissons pas vraiment Stanislas comme un roi de guerre, puisque c'est plutôt le roi philosophe.
qui est connu en Lorraine, mais Stanislas, c'est quelqu'un qui a énormément guerroyé, qui a énormément, comment dire, utiliser les armes dans sa première vie, si on peut dire ça comme ça, sur l'Europe centrale et notamment contre le Turc. Donc là, c'est vrai que l'épée pourrait faire écho à ceci et surtout son armure, parce que l'armure est un élément qui n'est pas très 18e. Au 18e, on ne représente plus le pouvoir royal en armure. On va représenter les généraux, on va représenter les militaires et pas forcément le monarque. Alors là, pour le coup, ça peut être un clin d'œil au passé de Stanislas ou à une volonté aussi de Stanislas d'être représenté avec tout l'appareil de la noblesse et du dignitaire militaire. Alors, je ne parle pas beaucoup de l'arrière-plan puisque c'est un tableau qui est attribué soit au premier peintre de Stanislas, Jean Girardet, soit à son atelier. Et il est vrai que ça pourrait être un tableau de répétition. C'est-à-dire que vous avez le personnage, Stanislas, qui aurait été composé par Jean Girardet, puis après son atelier reprend la composition de Girardet et puis change le fond pour diffuser les tableaux. Donc là, un fond sans cadre palatial, dans un paysage qui n'évoque pas vraiment la Lorraine. Je ne parle pas du fond en arrière-plan, ça serait un autre sujet. Mais voyez, on arrive quand même, en partant de Louis XIV dans ce tout début du XVIIIe siècle, 1701, qui, on l'a vu, et ça fait partie de cette cinquantaine d'années où Louis XIV construit son image, depuis le ballet royal de la nuit. Donc on arrive là à la synthèse, en quelque sorte, du corps du roi sous Louis XIV. Eh bien, c'est un système qui dépasse complètement les frontières géographiques. Nous sommes en Lorraine, alors certes, nous ne sommes pas très loin de la France, mais nous ne sommes pas en France, je le rappelle, on aurait pu prendre aussi d'autres exemples en Europe, et puis on traverse aussi le cadre chronologique, puisque au final, Stanislas est un homme pleinement du XVIIIe siècle, un souverain des Lumières, un souverain philosophe. Donc on a vraiment un modèle qui a été créé par Hyacinthe Rigaud, qui dépasse le cadre politique, qui dépasse le cadre chronologique, qui dépasse le cadre des frontières, donc un modèle véritablement de représentativité du souverain, qu'on soit en France ou en Lorraine. Alors, en effet, le souverain a toujours besoin d'une image à véhiculer, d'une image de pouvoir. Ça pourrait être très intéressant, mais là, ça serait l'occasion de se revoir sur un deuxième rendez-vous, d'évoquer, pour le coup, non plus dans le cadre royal, mais dans le cadre républicain, la façon d'être photographié, pour le coup non plus dépeint, mais photographié, de nos présidents de la République. Puisque là, vous avez les 5 premiers présidents de la Ve République, le général Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, le président François Mitterrand et le président Jacques Chirac. Et donc, rien que par ces 5 photos, vous voyez qu'il y a aussi un langage qui est utilisé par le photographe, par l'homme aussi, par le président. Et ça serait aussi très intéressant de voir cette évolution, au final, non plus du corps du roi, mais le corps du chef d'État, ce qui serait aussi tout à fait dans l'optique républicaine de cette représentation. Alors voilà en tout cas pour notre questionnement aujourd'hui sur cette identité Louis XIVienne, sur cette identité de cette mise en scène par la danse, par les arts, par le portrait, notamment autour donc de cette représentation du ballet royal de la nuit qui s'est déroulé donc à Nancy dans ce cadre absolument fastueux de l'Opéra national de Lorraine. Voilà, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser, soit à l'association Délices d'Opéra, qui est partenaire et que je remercie véritablement pour l'invitation qui m'a été donnée pour partager avec vous ce temps autour de l'image royale qui me tient vraiment à cœur, ou alors directement à mon mail, vous aurez les coordonnées mail sur la fin de la vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère en tout cas avoir pu éclairer quelques petites pistes d'analyse et au plaisir de vous retrouver pour un prochain numéro, peut-être avec nos présidents de la République. Merci beaucoup de votre attention. Au plaisir de vous rencontrer. À bientôt. Au revoir.